bon matin, bienvenue pour ce webinaire en lien avec la gestion des postes et autres sujets, là, mais surtout principalement les nouveautés dans la version 234, puis certains éléments aussi là, de rappel en matière avec les conventions collectives. Avec moi, il y a Sylviane Hennebeau, directrice adjointe, Julie Payette, analyste, moi-même, Vanessa Thibodeau, analyste, et il y a aussi Marilyn Tétrault, analyste. Donc, ce matin, on va faire le tour de certains sujets ensemble. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait autre chose à dire ou on décolle? Non, bonjour à tous. D'accord. Bonjour, c'est parti. Donc, ce matin, je vais alterner là, entre la présentation puis certaines démonstrations là, pour vous montrer certains des nouveaux éléments là, disponibles dans le système Paye et GRH. Et l'objectif de ces nouveautés-là, ça va être d'essayer de vous faciliter un petit peu la vie ou de régler certaines anomalies là, en lien avec la dotation, mais aussi avec les ententes. Le premier élément qu'on peut aborder rapidement aujourd'hui, là, c'est l'ajout de nouvelles références d'emploi. C'est-à-dire que si vous avez des employés qui sont rendus, par exemple, à la référence d'emploi Z, donc ils ont déjà 26 références d'emploi, vous allez avoir accès aux références d'emploi 1 à 9 à la suite de A à Z. Donc, si on vient inspecter le tout, donc 129,65, c'est le matricule. 129,65, dossier principal. Bon, ben, j'ai un employé qui s'est promené dans mon centre de service scolaire beaucoup. Puis, en fait, après sa référence d'emploi Z, j'ai été capable d'indiquer une référence d'emploi 1. Pour quelle raison? Ben, en fait, c'est que dans certains cas, pour pallier aux nouveautés, aux requis des ententes, il y a eu la demande ou il y a la nécessité technique là, de faire la création de nouveaux emplois et pour accommoder tout ça, là, il y a eu l'ajout de références d'emploi supplémentaires. C'est quelque chose qui était attendu depuis longtemps. J'espère que ça va vous aider dans votre travail au quotidien. Également, au niveau de l'emploi, donc directement dans les emplois, pour le personnel non enseignant, on a ajouté la mention que celui-ci est qualifié ou non pour l'emploi qu'il est en train d'exercer. C'est-à-dire qu'il y avait un besoin, à même les emplois, de savoir si le personnel était qualifié pour l'emploi qu'il détenait. Hein? On peut, par exemple, être appelé à faire des tâches de différents corps d'emploi sans nécessairement bénéficier ou avoir préalablement ou avoir dans le temps déjà acquis toutes les compétences nécessaires. Donc, ça va nous permettre de distinguer les individus à même les emplois qui sont qualifiés pour un emploi ou qui ne le sont pas encore. Donc, si on regarde aussi de quoi ça peut avoir l'air, si on se dirige dans le matricule 4,6, qui, lui, a un emploi non enseignant, donc dossier principal, c'est un emploi non enseignant. Donc, directement dans son emploi, on est capable de dire qu'au niveau de sa situation de non-enseignant, il est qualifié. Donc, l'individu qui a évalué le dossier, qui a ouvert l'emploi, a déterminé que cette personne-là avait les qualifications requises pour occuper l'emploi de psychologue. Donc, on a marqué, on a noté cette donnée-là. L'avantage de tout ça, en fait, c'est qu'il y a maintenant le report de cette information-là dans la gestion des postes. Donc, si je me dirige dans GRH Poste, je peux rechercher mon matricule et aller dans son poste, à sa ligne d'affectation, constater certaines informations. Donc, d'une part,
on a choisi lors de son affectation sa référence d'emploi A. Donc, on m'informe de son état d'emploi, on m'informe de son statut d'engagement. Donc, on reporte les informations qui sont à l'emploi, puis on les affiche ici. Mais on me donne aussi la notion de qualification, là. Ici, il s'agit d'un non-enseignant qualifié. Si on se penche sur le deuxième cas de figure, donc on s'intéresse, par exemple, à un employé qui, lui, serait un enseignant. Donc, 8, 9, 8, 8. On prenait des notes. On n'était pas 9, 8, 2, 9. Voilà. Donc, ici, j'ai un employé qui est enseignant, dossier principal. Si je me dirige à son emploi d'enseignant, donc de corps d'emploi 3000, je vais constater que non-enseignant qualifié, c'est pas applicable. Donc, c'est en grisé, je n'ai pas accès à ce champ-là. Ce qui va se produire, c'est que plutôt au niveau de l'onglet formation et qualification, la présence de la qualification de l'enseignement, donc la section complétée, détermine que mon employé est légalement qualifié. Puis au niveau de la gestion des postes, c'est ce qui va être rapporté plutôt là, comme information pour un employé enseignant. Donc ici, dans l'affectation toujours, j'ai l'information qu'il s'agit d'un enseignant légalement qualifié parce qu'on est passé par la section formation-qualification pour déterminer la qualification de celui-ci. Ça fait déjà un petit bout que je parle. Est-ce qu'il y a des mains levées, des questions? Oui, Geneviève Leduc. Est-ce que quelqu'un peut activer le micro de Geneviève Leduc? Bonjour. Bonjour, j'aurais juste une petite question par rapport à ça pour les enseignants. Fait que si, par exemple, un enseignant en formation professionnelle, on lui inscrit son brevet en FP, Mhm. mais qui va travailler aux jeunes, nous, on ne va pas le considérer qualifié aux jeunes. Y a-t-il une façon que si on lui donne un contrat, par exemple, au primaire, ça va-tu écrire qualifié quand même? À l'heure actuelle, je crois qu'il n'y a pas assez de finesse d'intégrer dans le système pour distinguer le cas de figure dont vous me parlez. Par contre, tu sais, on est un peu dans l'exception. C'est sûr que vous en voyez plus des exceptions que souhaité parfois, là. Et comme on est dans l'exception, puis le cas de figure n'a pas été abordé, je vous dirigerai vers l'espace idée pour demander, tu sais, un petit peu plus de finesse là, dans le traitement de la qualification des enseignants pour déterminer, par exemple, le secteur. OK, parfait. Merci. Pas de souci. Passez une bonne journée. Vanessa, au début de ta présentation, j'ai vu la main levée de Monsieur Jonathan Sainte-Marie. Est-ce qu'il avait une question à poser ou on a répondu déjà dans la présentation, s'il vous plaît? Monsieur Sainte-Marie, avez-vous une question? Une fois? Deux C'est fois? bon, il nous a dit que tout est répondu. correct. Non, non, OK, tout est c'est bon. correct. Merci beaucoup. Excellent. Parfait. Ensuite, donc l'ajout de la qualification dans les emplois non enseignants, c'était une demande qui partait, admettons qu'on jase, là, c'était une demande qui partait directement des organismes et qui a été adressée via l'espace idée. Donc, il ne faut pas penser que les éléments qu'on met dans l'espace idée, ce ne sera jamais adressé, ce ne sera jamais lu. Ceci est la preuve que vos besoins sont entendus et sont adressés lorsque possible. Ensuite,
Dans la gestion des postes, vous avez un outil qui s'appelle les statistiques des postes qui vous permettent de sortir des petits tableaux de nombre de postes en fonction d'un ensemble de critères. Donc, dans ces critères-là, on a ajouté certaines données de la section PERCOS IPOS du poste. Donc, si par exemple, je continue à faire une fixation sur les psychologues et je recherche, par exemple, mes psychologues pour avoir un petit nombre d'employés. Dans le bas, ici à droite, on a des informations PERCOS-IPOS qui constituent une nouvelle section là, au niveau de la gestion des postes. Ce qui se passe, c'est que les informations de cette section-là sont ramenées dans les affectations et au journal et ensuite à l'emploi. Si, par exemple, moi, je fais la sélection étendue et je prends mon groupe, mon échantillon, j'appuie sur le clic droit, statistiques des postes. Donc, ceux qui travaillent un peu avec cet outil-là le connaissent. Au fond, vous pouvez choisir une donnée à l'horizontale puis une donnée à la verticale. Donc, par exemple, ici, je pourrais prendre le secteur versus le lieu de travail, demander des informations sur les effectifs et calculer. Donc, le système va me donner un tableau qui va m'indiquer que pour les lieux de travail, bon, ici, tous mes lieux de travail sont les ressources éducatives et le secteur, c'est le secteur jeune pour l'entièreté de mon échantillon. Avoir eu un échantillon différent avec un différent corps d'emploi ou avec un différent secteur ou un ensemble de secteurs, j'aurais eu des données qui auraient été différentes, présentées différemment dans le tableau. Le point, c'est seulement de vous indiquer qu'à partir de maintenant, vous pouvez, dans les données, des statistiques des postes, aussi sonder les valeurs des sections PERCOS-IPOS. Ensuite, on a développer un outil qui vous permet d'étudier les données uniques des postes et d'en faire une liste. L'objectif principal de tout ça, c'est de vous aider à travailler les postes à pourvoir dans une seule grille. Donc, comment on fait pour faire ça? Bien, on se dirige au menu GRH, catalogue des postes. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite avec vous. Je vais fermer les 22 fenêtres que j'ai ouvertes. GRH. Donc, les données uniques des postes, c'est quoi? Bien, quand on sélectionne un poste, ici à droite, on a les informations relatives à ce poste-là. On en a une panoplie. Donc, elles ne sont pas toutes affichées ici là, dans le résumé quand on sélectionne un poste. Donc, par exemple, si je reprends mon matricule par exemple, ici, là, dans la grille, on ne les a pas toutes. Donc, ça devient un peu difficile de s'y retrouver ou tu sais, à l'œil, de descendre la colonne puis de voir qui sont mes titulaires, qui sont mes non-titulaires. Il y a une panoplie d'informations qui ne sont pas disponibles en format grille. Donc, les informations à droite, donc des données uniques des postes, incluant les nouvelles sections, donc les sections PERCOS-IPOS, les sections état du poste, donc en lien avec la main-d'œuvre. Je fais un petit rappel sur les cases considérées comblées. Hein? J'ai eu plusieurs questions dans les dernières semaines à ce sujet-là, donc on va faire un petit rappel ensemble. Considérée comblée au budget, ici, là, c'est celle, elle a toujours été placée ici, puis elle a toujours eu les fonctionnalités du suivi de la masse salariale. Donc, si votre organisme utilise le suivi de la masse salariale, vous continuez à travailler dans l'optique du suivi de la masse salariale avec la case ici considérée comblée au budget. Ensuite, au niveau des considérés comblés dans la section état du poste, cette case à cocher, considérée comblée, elle vous appartient. Donc, au sein de mon organisme, dans ma gestion interne, pour moi, mes besoins, est-ce que
je considère ce poste-là comblé, oui ou non. Ensuite, dans le bas, vous avez postes à pourvoir qui sont l'essentiel des données qui sont transmises au ministère. Donc, si jamais vous avez le souhait de ne pas envoyer un poste à pourvoir au ministère, de l'indiquer comme pourvu et que le tableau de bord de la collecte des postes le considère comme comblé, c'est ce champ que vous devez sélectionner. Donc, ignorer comme poste à pourvoir dans la section poste à pourvoir. Celui du haut vous appartient à votre gestion interne, puis celui du bas appartient au suivi de la masse salariale. Est-ce que c'est clair au niveau de ces 3 champs-là, la distinction? Je peux répéter parce que là, je sais qu'il se passe 23 000 choses en même temps, puis que le ministère demande à certains d'entre vous là, de faire la certification, de valider les données dans les postes à pourvoir. Fait que s'il y a des questions, dites-le maintenant ou indiquez par un pouce que tout va bien. On J'ai a une des petits question. pouces, mais on a une main levée, oui. Oui. Est-ce que quelqu'un veut donner le micro à M. Oui, Banville? je fais ça tout de suite. Vous avez accès au micro, M. Banville. Oui, bonjour. On fait notre certification maintenant avec le ministère et Oui. on utilise le DStudio dans Power BI pour Oui. voir les postes à combler. Oui. On a utilisé le ignorer comme poste à pourvoir, mais ça tombe pas les nombres dans le rapport de validation. Est-ce que ça a un effet sur ce rapport? En fait, il peut y avoir plusieurs causes. D'une part, il faut s'assurer que le Power BI est en date d'aujourd'hui, puis quand on coche dans l'effectivité d'aujourd'hui ou si le Power BI est dans le futur, puis il regarde 24-25, par exemple, ben, il faut s'assurer d'être dans l'occurrence de 24-25. L'autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que d'ignorer comme poste à pourvoir, ça ne fait pas baisser votre nombre total de postes dans le Power BI. Fait que ça peut aussi avoir un impact là, si vous essayez de comprendre les valeurs. OK, alors ça bloque pour la Mac, mais on ne peut pas voir ça dans le rapport. Oui, on va le voir. Dans le fond, quand il n'est pas coché, il n'est pas dans... je l'ai vu de loin, là, le rapport, là, mais dans la colonne de gauche de 4 de quelques pourcents là, de postes pas comblés, s'il est décoché, il est dedans. S'il est coché, il n'est pas dedans. OK. Ça n'a pas bien fonctionné pour nous autres, mais on va faire un billet ou quelque chose. Oui, tout à fait. En OK, fait, merci. ce que je vous présente dans une minute, là, c'est un outil aussi qui va vous aider à faire des validations globales et non pas une par une. Si vous me Exact. permettez, je vais continuer. Si jamais vous avez des questions, là, écrivez-les dans le chat. Je vais continuer la présentation, puis je reprendrai des questions dans quelques minutes. On a une autre main levée. Voulais-tu la prendre tout de suite ou on continue? Puis on les prend plus tard? On peut prendre la main levée, ça va. Si jamais on déroge trop du sujet, on continuera. Oui. Et si c'est des questions vraiment sur les postes à pourvoir, là, on va la prendre tout de suite. Madame Brindamour, vous avez le micro. Vous pouvez l'ouvrir. Oh, attendez, il Ouvrez votre faut micro de votre côté, l'ouvrir. par exemple. Oui. Ça fonctionne bien? Oui. Parfait. Donc, c'est un petit peu comme la personne précédente. Donc, on tente d'obtenir notre certification également de notre côté. Et nous sommes en date du jour. Et hier, tous les enseignants qui étaient dans le calendrier A, donc la formation professionnelle, ont une fin au 4 juin. Donc, ont tous réapparu comme postes à pourvoir. Oui. Donc, est-ce qu'il faut venir toutes les cocher, ignorer comme poste à pourvoir? Parce que c'est certain qu'on ne veut plus pourvoir ces postes-là. Leur calendrier est terminé. Oui, je comprends. Donc, oui. Mais est-ce que ce sont des titulaires? Vous fermez leurs affectations? Oui, entre autres. Donc, il y a des E3 là-dedans aussi. OK. Donc, c'est principalement, donc c'est tout notre calendrier A
qui ont toutes apparu hier. Oui. Fait que c'est certain que ça a augmenté notre nombre là, dans le Power BI. Je comprends. En fait, là, il y a ma collègue des studios, Sarah, qui invite les clients là, à faire un billet dans ServiceNow. Le produit, c'est ça, c'est des studios, si je ne me trompe pas. Donc, quand vous faites une demande d'aide, ils vont pouvoir vous aider à la régularisation du tableau dans le Power BI. Puis au niveau de la paye, c'est l'étendue de l'influence qu'on peut avoir là, est vraiment dans les champs qu'on voit ici. Ensuite, c'est un processus itératif, hein? On part d'une base, puis avec le temps, on va être en mesure d'affiner pour les cas particuliers. Puis là, je pense qu'on tombe un peu dans une situation particulière parce que c'est vrai que votre personnel, enseignant, ont des cessations, mais à un moment, pendant l'été, c'est aussi normal que les postes soient pas nécessairement encore comblé. Donc, il y a comme une période de transition, puis il y a peut-être des choses qui peuvent être adaptées là, avec le temps. Je vais prendre un moment quand même pour enchaîner là, avec le catalogue des postes. Peut-être que ça va vous aider là, à faire une certaine gestion. Donc, si je me dirige ici là, dans GRH, catalogue des postes. Peut-être rappeler, Vanessa, pour tous les cas vraiment particuliers à vos organismes, là, ouvrir des billets, c'est vraiment la solution. Puis là, les bons secteurs vont être appelés pour vous aider à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'espace client. Oui. Fait que, par exemple, dans le catalogue des postes, le chemin que j'ai pris, c'est GRH, catalogue des postes. Ça, c'est nouveau. Fait que c'est possible que vous ayez besoin d'octroyer des droits à des personnes parce que c'est un nouvel item. Au niveau du filtre, j'ai la possibilité, par exemple, de faire quart d'emploi égale quelque chose et d'ajouter une donnée. Donc, d'ajouter une donnée, vous allez voir ici, là, dans les données disponibles, ce sont toutes les informations que vous avez dans les données uniques du poste. Par exemple, je pourrais prendre poste à pourvoir, qui est la case à cocher là, pour l'envoyer comme vacant ou non. Donc, on pourrait faire égal cocher. Puis ça va nous permettre de dire, ben voici pour mon secteur ou pour mon corps d'emploi, une grille intégrée de toutes les informations. Donc, tout ça, c'est transférable dans Excel. Donc, exporter le contenu du chiffrier si vous voulez faire des tableaux ventilés pour les fanatiques d'Excel, c'est relativement facile d'imaginer les applications que vous pourrez faire avec ces données-là. Donc, j'ai tant de postes de psychologues qui répondent à mes critères de filtre. Et si je me dirige complètement vers la droite, ça ici, ce sont mes postes à pourvoir. Donc, mes postes qui sont indiqués comme étant des postes à pourvoir. Ça me permet de faire une analyse un peu plus pointue de l'ensemble de mes postes à pourvoir, puis de dire, bon, ben celui-ci, mon numéro de séquence, par exemple, 151, ah oui, je sais, il n'est pas pourvu dans cette école-là. Bon, un ensemble de décisions administratives qui peuvent être faites ou de révisions là, qui peuvent être faites à l'aide de l'outil. Et en effet, c'est ça, la donnée poste à pourvoir. Moi, c'est celle que je préfère parce que dans le fond, c'est elle qui provoque, dans le fond, les données là, dans les postes à pourvoir. Donc, c'est aisé pour vous de déterminer, bon, ben ça, c'est tous mes postes à pourvoir. Je vais aller les valider. Donc, je vais aller faire de l'édition dans certains d'entre eux. Donc, par exemple, si je clique sur la ligne, ben, ça m'amène directement dans le poste en question. Je peux voir que, bon, ici, voici la situation. Donc, est-ce que je voudrais faire l'édition? Est-ce que je voudrais l'ignorer? Bien, ici, je pourrais l'ignorer si je voulais. Là, ça a défilé un petit peu les questions. C'est bon pour l'instant. La situation avec les calendriers FP,
qu'il devrait y avoir c'est des situations similaires là, Oui. aux emplois qui sont fermés. Donc, on va adresser. Puis, s'il y a lieu, on va vous livrer un question-réponse avec les réponses à ces questions-là. Parfait. C'est pas particulier à votre organisme, en effet, mais c'est particulier au groupe de personnel de la FP qui finissent peut-être un peu plus tôt, là. C'est comme ça que je voulais dire. Le catalogue des postes est uniquement disponible dans la 234, donc théoriquement, aujourd'hui, ça fait en sorte que c'est juste dans votre banque test. On ne peut pas le séparer puis le ramener dans la version 231, là, c'est tel que tel, mais à partir du moment où vous aurez fait votre RAS puis vous aurez fait votre installation, vous allez pouvoir bénéficier du catalogue des postes. On a Mme Gilbert qui a la main levée. Est-ce que tu veux prendre les questions à la fin ou tu veux les... Ça va. Pour le catalogue des postes, je peux la prendre maintenant. Oui, parfait. Merci beaucoup. Oui. Si on revient à la fenêtre des catalogues des postes, Oui. est-ce que c'est possible d'aller cocher à cet endroit-là, ignorer comme poste à pourvoir, ou il faut aller à chaque fois dans le dossier? À l'heure actuelle, il faut aller dans le poste. C'est de poste. l'affichage, c'est pas des actions. Cependant, encore une fois, c'est un processus itératif. Là. S'il y a des améliorations comme ça que vous jugez pertinentes, n'hésitez pas à faire des demandes dans l'espace ID. Là, ça pourrait devenir éventuellement une grille de travail. Là. Il y a des travaux en cours pour éventuellement aussi ajouter des données là-dedans, des données par rapport aux affectations, par rapport au lieu de travail. Tu sais, là, c'est vraiment juste le premier jet où est-ce qu'on a la grille de droite, là, les données uniques, mais éventuellement, ça serait le fun d'ajouter à ce catalogue-là définitivement. OK. Puis, je vois aussi le petit sigle adapté dans la barre des... Oui, c'est ça. Est-ce que ça, c'est pour adapter les colonnes qu'on veut afficher? Je ne pense pas qu'il y a eu de travaux là-dessus à l'heure actuelle. Je pense qu'il est disponible pour l'heure, là, mais il n'y a pas eu de travaux à l'heure actuelle pour bonifier. Il y en aura dans le futur. OK, parfait. Merci. Je vais enchaîner dans le PowerPoint. On a parlé de collecte de la main-d'œuvre. Dans l'éventualité où certains d'entre vous ont peut-être des interrogations par rapport au contenu du registre des postes. Donc, annuellement, vous créez des postes, vous en abolissez, puis il y a aussi 400 000 autres choses que vous avez à faire dans une journée. Donc, peut-être que parfois, il y a des oublis, il y a des postes qui ne sont pas abolis en temps opportun. Peut-être que des fois, il y a des postes qui restent là sans que l'affectation soit mise en place. Donc, avec les différents intervenants qui vont venir scruter de plus en plus le registre des postes, on a cru pertinent de vous mettre à disposition une auto-formation. Donc, à partir de soit aujourd'hui ou demain, là, vous allez être invité dans un communiqué à venir vous inscrire. C'est une auto-formation qui est gratuite. Au fond, je vous montre rapidement, là, c'est un plan de formation qui va vous détailler la fonction ici, le GRH, vérification des cohérences. La vérification des cohérences, c'est quoi? Bien, c'est un ensemble de validations qui vous permettent, par exemple, de déterminer si vous avez des postes inexistants dans une année budgétaire versus une autre, qui vous permettent de vérifier si vous avez des emplois sans affectation, qui vous permettent de vérifier si vous avez des postes sans distribution comptable. Il y a vraiment une grosse liste d'épiceries de vérification que ça vous permet de faire. Dans cette auto-formation-là, sur Espace Formation, vous allez pouvoir vous inscrire. C'est un processus qui est gratuit. Au fond, c'est un ensemble de capsules vidéo. Si vous vous dirigez, par exemple, moi, je vais prendre l'exemple de la semaine 2. Donc, si vous vous dirigez dans le matériel de la formation,
vous avez à gauche un menu de navigation. Donc, on fait avec vous une introduction, puis après ça, on a une vidéo pour chacune des cohérences. Donc, par exemple, ici, vérification des cohérences P02, elle est optionnelle, puis ça travaille avec l'horaire. Puis là, vous débutez le visionnement de la capsule dans lequel je vous explique, bon, comment on doit filtrer, comment on doit lire le rapport, puis comment on peut apporter des corrections. Donc, il y a un ensemble de vidéos vers la gauche que vous pouvez naviguer dans le menu et ça vous explique ou ça vous aide à débuter vos travaux là, de vérification. Donc, la vérification des cohérences, c'est quelque chose qui est optionnel, mais qui est aidant, là, particulièrement quand on veut régulariser là, la qualité des données dans le registre des postes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette formation-là va être rendue disponible. Elle est disponible déjà, mais vous pouvez y aller sur espaceformation.yx.ca dans la section dotation de PGRH. Sinon, il va y avoir une communication là, dans les prochains jours qui va vous inviter à aller faire les inscriptions. Ensuite, parmi notre contenu qui sera en lien avec la version 234, il y aura une édition là, qui va être nécessaire de faire au niveau du générateur de dossiers et d'emploi, parce que là, vos statuts d'engagement changent. Je pense aussi au fait qu'il y a des nouveaux corps d'emploi, il y a une multitude d'avantages qui vont changer. Donc, il va y avoir de l'édition qui va être nécessaire là, au niveau du générateur de dossiers et d'emploi. Dans les prochains jours, on va vous rendre disponible un document là, qui va vous aider à faire la mise à jour des modèles de dossiers et d'emploi, donc un rappel des fonctionnalités. Pour les curieux, si jamais vous voulez commencer tout de suite à vous faire une tête sur le sujet, si vous voulez tout de suite commencer à travailler là-dessus, là, dans l'espace formation, dans la section guide de formation de PGRH dotation, vous avez déjà accès au guide générateur de dossiers d'emploi. Il est déjà gratuit, il est déjà en ligne. Ça prend juste un compte Espace Formation pour aller le chercher. Donc, si on veut prendre de l'avance, si jamais on veut une belle lecture de chevet là, pour s'aider à dormir la nuit, on peut commencer tout de suite à faire la lecture du guide générateur de dossiers d'emploi. De notre côté, on va vous publier une version condensée là, pour être certain que tout le monde a en main les outils nécessaires pour procéder à la mise à jour des modèles de dossiers et d'emploi. Au niveau du développement, il y aura un travail qui va être fait pour vous aider au niveau de la régularisation des avantages sociaux monnayés dans le générateur de dossiers d'emploi. Donc, à ce niveau-là, on va vous revenir éventuellement avec de l'aide pour ce degré-là. Bien, pour, par exemple, la création de nouveaux corps d'emploi, pour, par exemple, la création de nouveaux statuts d'engagement, il va y avoir une part là, pour le centre de services scolaires à créer ou éditer là, ces modèles de dossiers et d'emploi. Après les ententes, donc après le raz-de-marée des, je dirais, 6 à 12 prochaines semaines, là, il va y avoir certains éléments qu'il va falloir garder en tête. Donc, d'une part, pour notre calcul de l'expérience de l'année 24-25, il va falloir garder en tête que chacun des centres de services scolaires touchés par des changements de statut d'engagement auront de la paramétrisation à ajuster avant le calcul de l'ancienneté ou avant le calcul de l'expérience pour que ces cas de figure-là soient adressés de manière appropriée. Donc, on se garde un petit post-it quelque part pour le calcul de l'ancienneté, calcul de l'expérience 24-25. Il y aura pour la majorité d'entre vous, là, il y a quelques chanceux, là, mais pour la majorité, il y aura des paramétrisations à ajuster qui vont être nouvelles à cause des nouveaux statuts d'engagement. Encore une fois, en lien avec les statuts d'engagement, au niveau des calculs du budget.
si votre organisme utilise le calcul du budget et qu'au niveau du menu table, GRH, budget, vous avez des paramétrisations qui vont devoir être éditées. Ça dépend à quel niveau ou à quel degré vous êtes allé en profondeur. Par exemple, si dans les salaires par défaut, comme l'utilisateur ici, vous avez fait des groupes, bien, l'ajout d'un corps d'emploi, 3 quelque chose, 4 quelque chose, ça n'a pas d'impact. Vous avez fait des groupes. Mais si vous avez détaillé le salaire par défaut de chacun des corps d'emploi, il faut se garder une note de venir éditer le salaire par défaut des nouveaux corps d'emploi. C'est la même chose au niveau des statuts d'engagement. Dans chacun de vos types de budget, si vous êtes descendu dans les options de calcul ou même dans les pourcentages et dates d'application, si vous êtes descendu au niveau de la finesse, si vous êtes allé fin, puis vous avez donné des spécifications par corps d'emploi ou par statut d'engagement, bien ça aussi, il va falloir venir s'ajouter des lignes, les placer au bon endroit pour gérer les nouveaux corps d'emploi, statut d'engagement. C'est vraiment laissé au gré de l'utilisateur, le degré de finesse auquel il va. J'ai rarement vu beaucoup de lignes en lien avec chacun des différents statuts d'engagement, mais il y en a qui descendent jusqu'à la précision pour ce statut d'engagement, donc il faudra faire attention à ça. L'autre élément aussi qu'on pourrait garder en tête, c'est que vos employés qui je ne veux pas dire descendre de niveau, là, mais qui redescendent vers des emplois à la pièce, faudra penser ou faudra converser avec les finances parce que les paiements à la pièce ne sont pas pris en considération pour le calcul du budget. Ce n'est pas des montants automatiques qu'on peut estimer dans le temps avec une échelle, là. Donc, ça aussi, ça pourrait avoir un impact sur les calculs du budget dans les prochaines années. Julie. Je vais enfin pouvoir vous présenter mon contenu avec un micro. Je voulais juste préciser parce qu'il y avait eu une question sur le calcul de l'ancienneté de l'expérience, à savoir s'il allait avoir des travaux en lien avec les statuts enseignants aussi. Évidemment, puisqu'il y a de nouveaux statuts enseignants et des changements de vocation, c'est sûr qu'il va y avoir des réévaluations là, à faire dans ce dossier-là. Donc, oui, mais l'ensemble, dans le fond, dans l'ensemble des associations de personnel, vous avez des listes de statuts d'engagement. Fait qu'association par association, il va falloir, au niveau de l'ancienneté, aller configurer le nouveau statut d'engagement de cette association, qu'est-ce qu'on fait avec. Puis au niveau de l'expérience, il faudra aller dans la table des statuts d'engagement, déterminer comment ce ou ces nouveaux statuts d'engagement sont admissibles ou non. Exactement. Mais on s'entend que ça va être des travaux à faire en 24-25 oui. Pour la fin 24-25. Donc, c'est pas dans le top de la liste. Non, mais d'où le garder un post-it quelque part, un pense-bête, parce que ça va vous rattraper assez vite. Exactement. Donc, je vous présente enfin ma nouvelle interface pour la gestion des erreurs IPOS qui a été présentée longuement à la formation du 21 mai dernier. Si certains n'y ont pas participé, elle est toujours disponible. Vous avez qu'à écrire un billet à espace client, puis on va vous la rendre disponible. Il s'agit d'une nouvelle interface qui arrive avec la version 2.34. Donc, dans le menu liste IPOS, suivi global des dossiers en erreur, ce qui vient vraiment faciliter le travail. Là, anciennement, on travaillait dans les historiques de transmission, puis c'était lot par lot, tandis que dans la nouvelle interface, tous les lots sont rassemblés et vous avez les erreurs en ordre de priorité. Donc, c'est une priorisation des erreurs en termes d'urgence au niveau du ministère. C'est le ministère qui a déterminé le niveau d'urgence de la gestion de ces erreurs-là, mais aussi en termes de quantité. Donc, ça va vraiment faciliter la gestion des erreurs IPOS. En commençant, vous avez
déjà, là, la ligne numéro 1, c'est la première erreur à régler dans vos dossiers, puis vous pouvez les descendre une par une. Il y a la gestion des doublons aussi qui a été réglée à partir de cette interface-là. Quand vous corrigez un dossier dans un dossier, dans une erreur, bien, toutes les erreurs de tous les lots qui sont identiques sont cochées comme révisées aussi. Donc, ça va vous aider à diminuer là, rapidement le nombre d'erreurs IPOS, puis comme ça, arriver avec la qualité 24-25 qui est attendue par le ministère. On vous rappelle que oui, c'est une nouvelle interface là, qui va vraiment, vraiment faciliter votre travail dans la gestion des erreurs. Donc, on vous rappelle que l'extraction, la transmission, la récupération ça doit être faite à chaque calcul de paye de 24-25. Donc, puis l'amélioration en continu de la gestion des erreurs en cours d'année. Vous n'êtes pas obligé de faire ça en même temps que vos travaux de fin d'année budgétaire. Donnez-vous un petit peu d'air, mais en cours d'année 24-25, il faut voir les listes commencer à descendre tranquillement. Puis avec ce nouvel outil-là, vous allez vraiment avoir de quoi réussir à atteindre l'objectif fixé par le ministère. Voilà pour ce qui est de IPOS. Pour tout ce qui est documentation, information, centre de services virtuels, base de connaissances, toute la documentation que vous attendez ici dans le cadre de la 234, mais dans le cadre aussi des conventions collectives, vont passer par les canaux principaux. Là, on les a rassemblés tous ensemble pour être sûr que vous soyez en mesure de les retrouver toujours à la même place. Donc, vous passez par zone client. Vous avez le lien dans la présentation qui vous sera fournie aussi. Une section pour les conventions collectives et une section pour paye et GRH qui est toujours là. C'est un chemin que peut-être vous utilisiez moins, mais on va vous y amener de plus en plus parce que là, la documentation, elle est là, elle est présente, elle est rassemblée tout à la même place. Les webinaires sont annoncés là aussi, vous avez les liens. Puis toute la documentation va être livrée à partir de zone client, gestion administrative, paye et GRH. Vous allez pouvoir retrouver toute la documentation d'aujourd'hui et d'hier aussi. Voilà, merci Vanessa. Donc, veux-tu montrer juste le menu en haut pour s'y rendre? Oui, dans Produits, quand vous arrivez sur Zone client, là, dans Produits, vous avez gestion administrative, paye et GRH. Tout se rassemble là. Puis, vous avez aussi... donc, à partir de là, puis vous avez le dossier des conventions collectives là, qui est rassemblé à cet endroit. Donc, n'hésitez surtout pas à vous y rendre. Oui, j'ai cliqué dessus. Oui. Merci. En fait, je voulais juste préciser que pour l'information de tous les documents qui doivent vous être livrés pour les conventions collectives, on rassemble l'information aujourd'hui. Donc, tout sera disponible dans le lien que va vous présenter Julie. Donc, toute l'information liée au webinaire d'hier et tout ce qui est lié aux conventions collectives, c'est-à-dire les enregistrements, les présentations et les guides, vous seront rendus disponibles aujourd'hui. Donc, c'était une précision que je voulais vous apporter directement dans le lien qu'on vient de vous présenter pour éviter que vous ayez à chercher. Par contre, au niveau des 3 guides que vous a expliqué ce matin, Vanessa, qui était IPOS, catalogue des postes, et si je ne me trompe pas, il m'en manque un. Liste des tâches. Liste des tâches, celui-là va vous être acheminé par la mise à jour du communiqué lié à la version de ce mercredi, donc lié vraiment au communiqué lié à la version. Donc, vous aurez 2 liens pour 2 choses différentes. Merci. Je vais arrêter le partage. Est-ce qu'on a adressé l'ensemble des inquiétudes ou des questions? On avait une question en lien avec les mises à pied cycliques durant l'été. Est-ce qu'il faudra cocher chacun des postes pour qu'ils soient ignorés auprès du ministère puisque les personnes ont un retour au travail? En fait, c'est quelque chose qui pourrait être discuté à plus haut niveau parce qu'en fait, c'est particulier de vous demander de cocher tous les gens pendant l'été puis de les décocher à la rentrée. Fait que, tu sais, peut-être qu'il y aurait
au point de vue du formulaire, quelque chose qui pourrait être édité ou peut-être qu'il y aurait l'information pourrait être donnée au ministère que pendant l'été, les gens sont juste pas affectés parce que c'est l'été. Il y a peut-être quelque chose à plus haut niveau qui pourrait être discuté, là, mais dans l'heure actuelle, comment ça fonctionne, c'est pas prise en considération encore la notion de mise à pied cyclique. Parfait. Ça répond bien. Il y avait une autre question de Mme Gilbert, je pense un peu plus, juste au-dessus de Mme Terrien, pour lequel je ne sais pas si on a tout à fait répondu. Dans les documents que nous allons recevoir, est-ce que vous allez détailler tous les changements au niveau des paramétrisations en lien avec toutes les modifications des nouvelles conventions? En fait, chacune des associations ont des particularités et jusqu'à un certain degré, comment l'employé doit être traité. Si je prends par exemple l'ancienneté puis l'expérience, là, ça découle de l'interprétation de conventions collectives. Donc, quand vous aurez l'information à savoir comment vous voulez traiter chacun des employés, chacun des statuts, on pourra vous aider à configurer ces nouveautés-là dans par exemple, l'ancienneté ou l'expérience. Vous pouvez vous référer au guide ancienneté et expérience. La même chose pour le suivi de la masse salariale, par exemple. Ça vous appartient de voir comment vous voulez budgéter chacune des situations. Une fois que vous aurez déterminé comment vous voulez budgéter chacune des situations, on peut vous aider à configurer le système pour représenter votre réalité. À ce moment-là, on passe par l'espace client. Tout à fait. On fait une demande de support, puis on va être là pour vous accompagner. Excellent. Je pense que le chat est tranquille. Donc, merci. On ne vous retiendra pas plus longtemps. On va vous souhaiter une excellente fin de journée. On se revoit la semaine prochaine. Là, Sylviane, peut-être que tu veux intervenir sur la validité des prochains rendez-vous versus les signatures versus 3 petits points. Ben, là, vous avez peut-être vu Mme Lebel annoncer que les signatures se feraient cette fin de semaine. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les médias, mais c'est passé. Donc, on va, si effectivement c'est le cas, on maintient notre webinaire du 11, donc le matin et l'après-midi pour tout ce qui est prime. Si toutefois c'est décalé, vous verrez peut-être passer un message de notre part lundi matin à l'effet que ceci serait reporté. Donc, juste rester à l'affût. Pour le moment, on maintient les 2 webinaires des primes soutien professionnel et enseignant de la journée du mardi. Si c'est maintenu les signatures cette fin de semaine, comme annoncé par Mme Sonia Lebel. Bonne fin de journée. Je vois qu'il y a des gens qui ont eu aussi des infos. Ah oui? Merci pour le partage. Parfait. Alors, on se revoit fort, fort probablement la semaine prochaine. Oui. Merci, Vanessa. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée.